Bogbasson, vous avez écrit La méthode de la philosophie africaine, et publié aux éditions L'Harmattan. Oui, oui, je viens de présenter d'ailleurs, c'est hier que j'ai donné l'ouvrage sur l'épistémologie africaine au professeur Mounondjana. C'est un bel ouvrage. Ah, merci bien, merci professeur. Mais je voudrais d'abord saluer mes ancêtres, Basong Baboum Tchibouhombing, Bon Ponyaman Sob, Lengam Maket, Maket Majo Yang Basong Bapang Tuk Makmang Mangana John Lim Kandukwanga Bablobun Kolblong Kasngongenanga. Je m'excuse parce que ça n'entre pas dans les convenances de la télévision d'avoir une très longue citation sur la généalogie, mais enfin, je pense qu'à titre pédagogique, il est bon que de plus en plus nous Aucun téléspectateur m'a jamais somnolé pendant que vous reprenez cette généalogie Bogbasson. Ah, merci bien, merci bien. Ok. C'est là. Professeur Bogbasson, vous avez écrit La méthode de la philosophie africaine. Tout à fait. Publié aux éditions L'Harmattan. Est-ce qu'il y a un rationnel africain? Y a-t-il un rationnel africain, Bogbasson? Mieux que le rationnel africain, il y a le mode de pertinence sans conteste. C'est-à-dire que en réalité, l'Afrique supplante les autres formes de pensée par sa méthode d'accès à la vérité et par la vérité elle-même. Je m'explique. Eh bien, il faut se rendre à l'évidence que nous sommes dans les dernières zones, dans les derniers soubresauts de la pensée philosophique dominante. Il faut très bien savoir qu'aujourd'hui, si on vous dit que vous êtes cartésien, on vous insulte. Pourquoi c'est une insulte aujourd'hui être cartésien? Parce que le nouveau mode d'être de la réflexion aujourd'hui en Europe, c'est ce qu'on appelle la complexité. Et il y a un auteur comme Edgar Morin qui parle de l'épistémologie de la complexité. Les occidentales se croyaient définitivement ordonnés, capables de prédire par le geste mathématique ou physique toutes les lois et d'en prévoir les conséquences. Deuxièmement, l'Occident pensait que la raison est éternelle pour elle et que de toutes les façons, elle la contrôlerait chaque fois qu'elle voudrait parce qu'elle avait la science avec elle. Et enfin, le modèle, j'allais dire cartésien, était fondé sur le fait que les choses sont séparées. C'est-à-dire que Descartes pensait qu'il fallait compartimenter et simplifier pour comprendre. Et de ce modèle est né ce qu'on appelle les indigènes et les civilisés, les fidèles, les non-fidèles. Toute la catégorisation concerne la pensée dominante qui avait le sentiment que l'exclusion des autres était l'exclusion de la vérité, enfin sa vérité à elle, pour prétendre qu'il n'y avait qu'elle pour penser. Il faut très bien se rendre à l'évidence que cette période est révolue. Les derniers modes de pensée qui viennent de ce qu'on appelle l'épistémologie de la complexité, surtout dominés par le penseur Edgar Morin, prétendent aujourd'hui tenter de comprendre toutes les autres formes de rationalité, étant entendu que la rationalité cartésienne est désormais battue en brèche. Et Edgar Morin parle de ce qu'il appelle la noologie, pour dire la science qui étudierait toutes les formes de mythes et les modes d'être des mythes. En cela, il convoque tous les types de traditions philosophiques, y compris dans les traditions africaines, pour tenter de raisonner sur ce qui pourrait être la métaphilosophie ou la métascience, c'est-à-dire la philosophie des philosophies qui permettrait enfin à l'humanité de raisonner de la manière la plus conforme possible à l'ordre de la planète et à l'ordre de l'univers. Vous savez très bien que si aujourd'hui on parle de la planète et des problèmes de l'écosystème, c'est précisément parce que le modèle économique de l'Occident a entraîné des dérives dont on se souviendra très longtemps. Je voudrais dire, pour essayer peut-être de repréciser maintenant cette tranche de la pensée qui est la mienne, c'est de dire que la faute de la pensée africaine, c'était de prétendre que les mythes n'observaient pas la vérité. Ou alors, pour être plus précis, c'était de penser que les mythes s'enracinaient dans un trésor traditionnel, mais ils ne pouvaient pas sortir de ce trésor traditionnel pour occuper l'espace de vérité rationnelle que l'Occident avait organisé. Or, précisément, il se trouve que toute la science de la complexité qui se fait aujourd'hui, en particulier la cosmologie, est fondée sur les réalités dont parlaient les Africains. C'est-à-dire que les mythes africains sont conformes à la vérité de l'univers et à la vérité scientifique. Ça veut dire simplement que les mythes que nous avons hérités de nos ancêtres, qui sont les ancêtres égyptiens, dont l'enjeu, dont l'essentiel mythique est que les forces du mal finissent toujours par être vaincues par les forces du bien,
ne sont en réalité que la résultante du mode d'être de l'univers qui veut que toutes les forces de l'univers sont condensées au sein d'une bipolarité des essences fondamentales dont l'enjeu est que d'un côté vous avez les forces du bien ou les forces de l'ordre et de l'autre côté les forces du désordre ou les forces du mal, exactement comme on a l'homme et la femme, la vie et la mort, le jour et la nuit. C'est-à-dire que la pensée africaine fondamentalise l'idée selon laquelle toutes les choses sont faites en deux projets antagonistes. Ces projets antagonistes sont représentés dans la pensée africaine par les figures qu'on appelle Horus et Seth. Mais cette même figure se retrouve dans les mythes de Jekyll and Njambé, dans les mythes du renard pâle, dans tous les contes africains, où vous vous rendez toujours compte qu'il y a toujours cette vieille femme qui finit par venir sauver l'enfant en détresse. Ou à défaut que l'enfant qui finit par éprouver son père qui lui veut du mal et apporter la solution selon laquelle il est bon que les choses qui sont souhaitables se fassent. Donc, en conclusion, pour chuter, parce qu'il ne faudrait pas que je sois long, la science rejoint désormais le mythe africain. J'ai cet avantage de faire la planétologie et d'y remarquer que toutes les figures organisationnelles de la planétologie rejoignent les mythes africains dans leur essence. Ça veut dire que les mythes africains ne sont pas en dehors de la vérité. C'est simplement leur simplicité remarquée qui fait croire qu'elles ne protègent pas la vérité. En somme, ce qui se passe, c'est que le proverbe situe la vérité. Il faut bien comprendre, je termine par là. L'Africain pense que l'ordre de l'univers est un ordre de vérité éternelle, indépassable. Ce qui signifie que notre petite rationalité en tant qu'humain ne peut jamais la rattraper. Pour cette raison, la science de l'Afrique est fondée sur la science de l'univers. Et j'appelle ça l'universisme philosophique. En d'autres termes, le mythe a pour but en Afrique de préciser l'enjeu de la vérité. Et la philosophie, donc, serait cette manière de rencontrer cette vérité, exactement comme vous avez un livre d'exercice de physique ou de maths, où on vous donne le problème à la première page et on vous cache la réponse à la fin. Et alors on vous dit, débrouillez-vous pour atteindre la réponse. Donc voilà comment se comporte. Ok, bien. Pour que cette table aille de façon plus ordonnée, je vais poser une question. Je vais la jeter comme ça sur la table et je vais laisser la parole à qui voudrait la prendre. Alors, si les Occidentaux aujourd'hui se retournaient, eux qui sont impérialistes par essence, et disaient, voilà l'émergence du dadaïsme africain. C'est-à-dire les premières formes de compréhension de l'univers. Et maintenant, et elles ne sont pas démonstratives. Bon, Bogbasson pense que... Attention, professeur, en Afrique, la pensée est d'abord scientifique avant d'être religieuse. Il faut faire très attention avec la méthode africaine. Il se trouve que les savants africains et les sages africains pensent que la religion, c'est une affaire des esprits pauvres. Des gens qui ne comprennent pas les subtilités de la connaissance mathématique et physique. En Égypte particulièrement, la connaissance a d'abord été cosmologique. C'est après qu'on a attribué aux principes scientifiques les concepts de Horus, Seth, Maat, etc. Ce n'est pas le contraire, comme vous pensez. Bon, donc, ça pose un problème. Non, je peux vous le montrer pour qu'on aille rapidement, parce que c'est un point saillant. En 30 secondes. En 30 secondes. Il se trouve que pourquoi la spirale égyptienne qui a fait les pyramides, qui est en même temps au cœur de la pensée religieuse, du droit et de la science économique, pourquoi est-elle au cœur de la science? Parce que précisément, il s'agit d'abord d'une science de l'observation. Les Africains avaient un problème. Comment unifier les sciences et faire créer un objectif de la loi que les Africains cherchaient toujours? Eh bien, il fallait poser la problématique. Où peut-on trouver la loi? Et la loi, il se trouve que les Égyptiens l'ont comme le fondamentum conceptuel de la pensée. Et j'en veux pour preuve que lorsque vous étudiez la philologie des termes comme Ang, Mat, etc., vous vous rendez compte que c'est à partir de ces concepts que se déploie toute la rationalité africaine. Mais comme c'est un autre débat, ça risque de nous prendre... Non, je veux seulement dire que... Et comme le disait Descartes, il y a seulement des façons d'utiliser cette rationalité. Mais on ne peut pas dire que... Les autres l'ont utilisé avec violence, professeur. Il y a un alimentaire africain et forcément il y a une mythologie africaine, une philosophie africaine. Oui, il y a une... Et je vais plus loin parce que quand vous faites la mythologie comparée,
regardez les mythes africains et les légendes africaines, les contes. Eh bien, ça se termine toujours par l'optimisme, c'est pas le contexte. Ça dépend du contexte, non, ça dépend des problèmes que les individus avaient à résoudre. Précisément, c'est pour ça qu'il faut caler les périodes de la mythologie. C'est très important ce que je dis, s'il vous plaît. La mythologie occidentale débouche sur le chaos. Oedipe, Sisyphe, etc. La pierre roule toujours, on n'en finit plus. C'est le pessimiste arien. Et le modèle africain... Non, mais cet Horus finit, non, ça finit par Mahat. Un frère tue un autre. Cet Horus finit par Mahat, qui est l'harmonie de l'univers. Il faut très bien comprendre cet aspect-là. La lutte de Horus contre Seth a pour but de faire que Horus puisse vaincre. Et Horus réussit à vaincre parce que précisément il existe une vérité immanente. Cette vérité, c'est Mahat. Et elle est contraire au modèle occidental dont le pessimisme est la manière d'être. Donc la philosophie aurait dû naître tout naturellement en Grèce parce que les mythes sont mauvais. Alors qu'en Afrique, les mythes disent l'essentiel et la vérité. Pourquoi voulez-vous donc que la pensée africaine ressemble à cette autre pensée? Cheikh Anta Diop, puisqu'on parle de l'Égypte ancienne, Cheikh Anta Diop, dans Nation et Culture, dans beaucoup d'autres ouvrages, insiste sur le fait que la vision pessimiste du monde de la Grèce ou d'un certain nombre de peuples est due à un rapport au monde, à un moment particulier. Mais ce rapport au monde, non,